Salut et bienvenue tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle série de vidéos qui vont concerner les ouvrages d'eau et leurs éléments constitutifs. Pour ceux ou celles qui n'ont pas vu le programme en détail, je vous invite à regarder la vidéo de l'annonce. Vous allez trouver le lien sur la barre d'infos afin de jeter un œil sur le programme en détail. Premier épisode à la ressource en eau ou bien ressource hydrique. Pour les ouvrages d'eau potable, il s'agira principalement d'eau souterraine. Dans cet épisode, on va voir ensemble les nappes aquifères, comment les nappes se forment et les types des nappes, et on va aborder ensemble la qualité de l'eau en termes de propriétés physiques, propriétés chimiques et qualité bactériologique. Premièrement, les nappes aquifères. L'eau contenue dans une nappe souterraine provient de l'infiltration des eaux de surface. C'est le cas le plus courant. L'eau des rivières, des lacs ou des pluies s'infiltre vers le bas dans le sol tant que celui-ci la laisse passer. Mais lorsqu'il y a une couche imperméable, comme de l'argile ou de la roche contenue, l'eau s'accumule et forme une nappe qui s'étale sur le côté. Certaines nappes se sont infiltrées très loin et ont longtemps circulé dans le sol avant de s'accumuler. À cause de tels détours, elle peut se retrouver coincée entre une couche imperméable en bas, ça s'appelle le plancher de la nappe, et une autre au-dessus d'elle à l'endroit où elle a fini par s'accumuler, qui constitue le plafond de la nappe. C'est alors une nappe captive entre le plancher de la nappe et le plafond de la nappe. Voici un dessin qui rassemble plusieurs exemples de nappes. Une nappe la plus proche de la surface est appelée nappe phréatique. Elle est alimentée assez directement par les eaux de surface et son niveau varie donc en relation étroite avec les pluies ou l'éloignement par rapport au fleuve ou au lac. Cette nappe est assez proche du sol pour qu'une partie de la végétation y plonge ses racines et pour qu'on puisse l'exploiter en creusant des puits. Du fait de sa proximité avec la surface, cette eau est souvent d'une qualité médiocre ou en tout cas irrégulière, puisqu'elle s'infiltre en traversant un sol souillé, en traversant des déchets, en traversant des excréments d'animaux, etc. Et que des puits creusés dans cette nappe sont des portes ouvertes à d'autres pollutions, par exemple deux cordes qui se traînent par terre avant de le tremper dans l'eau, des chutes d'animaux, de végétation, etc. Sur le dessin, on remarquera que le puits numéro 1, le voici, est proche du fleuve, a une bonne mise en eau toute l'année et à un niveau assez proche de la surface. Et le puits numéro 3 a dû être creusé plus profond pour atteindre la nappe, à cause de l'élévation du terrain. Et son niveau statique, le niveau statique, c'est la profondeur à laquelle on trouve l'eau par rapport au sol. Et donc plus bas, bien qu'il rencontre la nappe pratiquement à la même profondeur. Le puits numéro 4 n'a pas été aussi profond à creuser, mais sa mise en eau est insuffisante et il tarit en saison sèche. En effet, il est creusé à un endroit où l'eau se trouve plus profond. Il existe souvent d'autres nappes que l'on rencontre plus en profondeur, ce sont les nappes profondes. Au contraire des nappes phréatiques, elles ne sont pas atteintes par les racines et la végétation. Et elles ne sont que très peu ou très lentement influencées par les pluies. L'infiltration de l'eau se fait souvent assez loin de l'endroit où elles sont exploitées. Et l'eau qu'on l'on tire a souvent parcouru des dizaines ou des centaines de kilomètres pendant des mois, des années ou plus. Ce parcours dans les roches perméables, des sables le plus souvent constitue une véritable filtration lente et cette eau est ainsi très pure de toute pollution venant de la surface. La dernière partie, on va aborder ensemble les critères de potabilité de l'eau.
Pour pouvoir être consommée en toute sécurité, l'eau doit répondre à des critères de potabilité très stricts. À ce jour, il existe 103 critères de potabilité de l'eau que l'on peut regrouper en 5 grands paramètres. Premièrement, les paramètres physico-chimiques. Les paramètres physico-chimiques, ils correspondent aux caractéristiques de l'eau telles que la turbidité, le pH, la température, la conductivité ou la dureté de l'eau. Et délimitent les quantités maximales à ne pas dépasser pour certains composants comme les ions, les chlorures, le potassium et les sulfates. Ensuite, les paramètres organoleptiques. Ces paramètres, ils concernent la couleur, le goût et l'odeur de l'eau. Alors que l'eau doit être agréable à boire, claire et sans odeur. Ces paramètres étant liés au confort de consommation, ils n'ont pas de valeur sanitaire directe. Troisièmement, les paramètres microbiologiques ou bactériologiques. Ces paramètres, ils permettent de contrôler que l'eau ne contient aucun germe pathogène, comme les virus, les bactéries ou les parasites, qui peuvent provoquer des maladies, voire des épidémies. Ensuite, les paramètres liés aux substances indésirables. Ces paramètres, ils concernent les substances telles que les nitrates, les nitrites et les pesticides. Sachant que la teneur en nitrate ne doit pas dépasser 50 mg par litre et la teneur en fluor, par exemple, doit être inférieure à 1,5 mg par litre. Dernièrement, les paramètres liés aux substances toxiques, tels que les micropolluants, tels que l'arsenic, le cyanure, le chrome, le nickel, le sélénium, ainsi que certains hydrocarbures, sont soumis à des normes très sévères à cause de leur toxicité. Leur teneur tolérée est de l'ordre de millionième du gramme.